Nous vivons le siècle des biotechnologies, mais nous ne le savons pas. Pourquoi ? Eh bien parce que quelques laboratoires privés monopolisent la recherche, monopolisent les applications scientifiques. De jeunes biologistes plus talentueux que la moyenne, si l'on peut dire, ont décidé d'agir à Paris ou encore à Renan, dans le pays de Vaud, en Suisse. Ces biohackers, comme on les appelle, ont fondé des laboratoires citoyens ouvert à tous, donc à vous également. Deux grands témoins ce soir dans 64 minutes. Thomas Landrin, bienvenue à vous. Merci. Vous êtes biologiste, vous êtes président de La Paillasse. Vous nous direz tout dans un instant. Avec nous également un homme que vous connaissez bien, en direct de Genève, en Suisse. Il s'agit de Carmelo Bisogniano. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes également biologiste, fondateur d'université. On vous retrouve dans un instant. Le temps pour moi de demander à Thomas Landrin ce qu'est un laboratoire citoyen. Alors, un laboratoire citoyen, c'est un laboratoire, comme un autre finalement, mais la grosse différence, c'est qu'il est ouvert à tout le monde. Voilà. Alors, l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de monopole pour les grandes idées et que finalement tout le monde peut être un porteur de projet et apporter une contribution technologique, voilà, conceptuelle même, en termes d'usage, sur comment peuvent être utilisées les technologies dans notre société. Donc pour ça, il fallait ouvrir à nouveau les portes du laboratoire à des gens autres que scientifiques, aux scientifiques aussi, mais les mélanger, voilà, mélanger tout ce grand monde afin qu'ils travaillent ensemble et qu'ils puissent s'appliquer en fait à inventer les futures technologies de demain. Ouais, tiens, avant que j'oublie, vos proches, comment ils réagissent ? Vos proches, j'entends bien scientifiques, ceux avec qui vous avez étudié, notamment à l'École normale supérieure. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Vous êtes Alors il y a deux écoles. Hein. Il y a ceux qui, pour le coup, trouvent ça extraordinaire et trouvent ça reste des scientifiques, ça reste que des personnes qui sont intéressées par la science, ils sont intéressés par être efficaces, ils sont intéressés en tout cas par avoir un impact. Et donc la PS, pour eux, c'est une manière différente d'avoir un impact peut-être quelque part qu'ils auraient jamais pu avoir dans une classe, une partie du monde. Il y a une autre école qui, pour le coup, n'arrive pas encore à comprendre cette initiative tout à fait nouvelle. Et je pense que ça viendra. Alors, la référence au hacking, disons-le tout de suite, n'a rien à voir à la piraterie. Elle est même trompeuse, donc, puisque ça révèle plus votre attachement au code de la contre-culture geek, si l'on peut dire. Rien d'illégal, donc. Donnez-nous deux exemples de ce que vous appelez d'ailleurs, alors pas sympa pour nous qui sommes francophones, le DIY bio pour Do It Yourself Biology, la biologie par soi-même. Deux exemples concrets, peut-être ? Alors, le premier, ça va être, par exemple, comment on peut, on va dire, maîtriser ou apprivoiser le vivant pour qu'il puisse nous rendre des services intéressants, écologiques. Donc ici, par exemple, il s'agit, peut-on fabriquer son encre biologique soi-même à partir par exemple de bactéries. Alors il faut savoir que les encres sont un des produits les plus polluants sur la planète. Donc nous on a essayé de réfléchir à comment on pouvait utiliser les compétences naturelles de bactéries pour produire des pigments. Ces pigments on les extrait et on en fait des encres qui sont entièrement biodégradables, qui sont bleues, qui peuvent prendre différentes couleurs. Et en plus on a travaillé avec des designers qui ont essayé de mettre en place un kit afin que chacun puisse produire eux-mêmes leur encre. Un autre exemple, on travaille également autour des tests génétiques. Pourquoi ? Parce que on est dans une société où finalement on passe pas une seule journée sans entendre le mot ADN. Et donc c'était une manière pour nous de donner à chacun un outil qui leur permettrait de poser leurs propres questions, du coup d'avoir leur propre réponse sur finalement pour interroger leur environnement biologique. Et on a mis en place donc un test génétique low cost qui permet de savoir par exemple si on a des OGM dans son assiette ou si ces lasagnes sont faites de bœuf ou de cheval. Un test donc à bas coût. Alors on va retourner maintenant à Genève où nous attend Carmelo Bisogniano. Alors vous avez donc fondé Université. Alors même question que tout à l'heure pour La Paillasse. Dites-nous en quoi consiste Université. Eh bien, merci tout d'abord de m'avoir invité à cette émission, en l'occurrence en la présence de Thomas Landrin de La Paillasse, parce que quelque part, La Paillasse a pour nous creusé le sillon dans lequel nous nous engouffrons. Université est un lieu, comme l'a dit Thomas, un lieu d'accueil pour tous ceux qui souhaitent développer des projets qu'ils ne pourraient pas développer au sein de leur université ou de la société dans laquelle ils se trouvent. Alors, c'est un lieu qui va permettre également d'établir des rencontres qui, la plupart du temps, peuvent vous paraître improbables, comme par exemple entre un designer ou un biologiste, ou encore entre un mathématicien, un ingénieur et un designer. Mais quelque part, c'est exactement par là que l'innovation trouve, je dirais, des chemins d'accès qui lui permettent d'émerger. Donc, si vous voulez, Université est un espace de liberté qui va permettre à tous ce qu'on appelle biohackers, encore une fois, de trouver un lieu dans lequel ils vont pouvoir développer leurs activités en se rapprochant d'autres disciplines telles que le design, l'ingénierie, les technologies médicales qui sont, en tout cas dans la région lémanique, extrêmement représentées.
Alors c'est donc multidisciplinaire, c'est très ouvert, vous l'avez dit, les projets tournent autour du numérique, de la biologie forcément, de l'agriculture, de l'économie circulaire, c'est-à-dire le recyclage, rien ne se perd. Peut-être une question concrète, comment vous en sortez-vous? Le matériel coûte cher, vous récupérez semble-t-il tous les deux des microscopes et toutes sortes de matériel venus de laboratoires? Alors oui, Oui, c'est exact. Allez-y. Oui, c'est exactement cela. Comme Thomas vous l'a dit, effectivement, on va récupérer au fil du temps ce que les laboratoires ne veulent plus utiliser, ce que l'industrie met au rebut. Et en quelque sorte, pour nous, c'est une valeur extrêmement importante. C'est un asset qui est indéniable pour mettre sur pied ces laboratoires où le matériel de seconde main, quelque part, reprend vie, que ce soit dans leur utilité première ou dans tout autre contexte. Les biohackers sont capables, par exemple, d'utiliser une machine, encore une fois, pour son utilité première ou dans un tout autre contexte, permettant à ces machines de reprendre vie après une existence dans un laboratoire universitaire ou dans l'industrie. Un exemple ? J'ai par exemple vu très récemment lors de ce qu'on appelle un hackathon, c'est-à-dire une compétition qui se déroule pendant 48 heures et qui a un sujet particulier. Là, en l'occurrence, c'était le développement de robots autonomes qui étaient en mesure, en fait, de mesurer la qualité d'une eau et toutes ces informations étaient ensuite publiées sur le web pour qu'elles puissent bénéficier au plus grand nombre. Et donc, j'ai vu, par exemple, un lecteur de CD-ROM qui avait été hacké, transformé, pour devenir un agitateur de milieux de culture. Et c'était assez impressionnant de voir ce petit tiroir à CD qui s'ouvrait et qui se refermait de manière constante pour finalement obtenir un agitateur qui coûterait normalement des dizaines, voire des centaines de francs. On vous retrouve dans un instant, Carmelo Bisognano. Thomas Landrin, donc le matériel, on a bien vu, mais des laboratoires traditionnels et de pointe, il en existe. Que leur reprochez-vous concrètement ? Peut-être d'abord un certain manque d'ouverture. Ici, il ne s'agit pas en tout cas de remplacer la recherche fondamentale. Il s'agit en tout cas de mieux traduire les innovations qui sont réalisées dans ces laboratoires et les instruire, en tout cas de les inscrire dans un usage pratique, pour la société, un usage pratique, exactement. Et donc, ces environnements de travail que sont les laboratoires académiques et l'université sont, a priori, pour moi, sont pas les meilleurs, en tout cas, pour, on va dire, de manière inclusive, assembler toutes ces disciplines entre elles qui sont nécessaires, en tout cas, pour avoir une innovation de rupture. Alors, il y a des critiques qui pointent, on va aborder ça avec vous, tous les deux, ce soir. Peut-être d'abord un mot sur ce projet que vous menez, parce qu'on imagine que vous avez besoin de fonds. Il faut estimer à peu près à 300 000 euros le matériel, le coût du matériel qu'il y a dans un de vos laboratoires en ce moment. Vous avez lancé une souscription, entre guillemets, ou on a lancé récemment une campagne de financement participatif, justement pour faire appel à la communauté, parce qu'on est d'abord un laboratoire communautaire. Donc c'est ensemble finalement qu'on essaye d'avancer et donc de réaliser ces innovations. Et donc c'était naturel pour nous en fait de faire appel à cette communauté pour financer cette aventure. Et voilà, donc ça a commencé il y a 2 semaines. Il nous reste 1 semaine pour arriver au bout. Et vous, Carmelo Bisognano, le financement, quel est-il de votre côté ? À l'heure actuelle, nous, si vous voulez, nous avons posé la première pierre. Nous avons eu la chance de bénéficier d'un espace de liberté qui nous a été mis à la disposition de la société Cassi-Bessa qui venait de racheter un immeuble qui s'appelle IRL à Renan. Et cette mise à disposition est gratuite pendant les 18 premiers mois de notre existence, qui va nous permettre, si vous voulez, de frapper aux portes, d'essayer de trouver soit un modèle d'existence comme à la Paillasse, soit de récupérer au travers de fondations ou de mécènes l'argent qui nous sera nécessaire. Thomas Landrin, c'est aux États-Unis qu'est né ce laboratoire citoyen il y a quelques années, si l'on peut dire. Il y a pourtant des inquiétudes dans ce pays où ça a pris son essor. Des biohackers inquiètent là-bas. Ils effectuent des expériences sur leur propre corps. Une méthode qui n'est pas sans rappeler les transhumanistes. De votre côté, qu'en est-il ? Au sein de la Paillasse, d'une part, on proscrit en fait toute expérience, en tout cas par exemple sur l'humain qui ne soit pas encadré, en tout cas qui ne puisse pas être encadré par des mesures éthiques. Donc tout ce qui est fait au sein de la Paillasse est fait de manière transparente. C'est une manière de se protéger en tout cas des abus. Ensuite, évidemment, on reste dans le cadre de la loi. Donc la loi justement encadre ces pratiques et donc si on était amené à le faire, c'était parce qu'on répondait en tout cas au bon cahier des charges. Donc pas de test sur autrui ni sur les animaux et encore moins, dites
dites-vous, sur vos propres fluides. Exactement. Même question à vous, Carmelo Bisogniano. Pas de test sur autrui, sur les animaux? Non, hors de question. Ce d'autant plus que la communauté Do It Yourself Bio européenne s'est dotée d'une charte éthique extrêmement claire. Il s'agit du respect de la vie humaine, du respect de la vie animalière. Donc il est hors de question de faire n'importe quoi. Et on a mis en place, si vous voulez, un certain nombre d'animateurs qui seront en mesure, je dirais, de gérer les activités au sein d'universités. Alors, comment votre expérience peut-elle révolutionner nos vies, notre quotidien? Parce que très franchement, des citoyens qui veulent savoir si dans leur plat il y a du bœuf ou du cheval, ça peut être marrant et important même, mais au-delà de ça, dites-nous. Alors, au-delà de cela, je prendrai l'exemple, en fait, des antibiotiques. Vous le savez certainement, il y a un énorme problème à l'heure actuelle au niveau de la découverte de nouvelles molécules, et on se retrouve avec un certain nombre de bactéries qui résistent à tout. Donc il y a notamment des souches japonaises ou des souches au sud de l'Europe qui sont multirésistantes et les médecins se retrouvent désemparés. Alors il y a un projet qui est mené en Norvège et je sais que mes camarades du groupe Aquarium qui sont en train de travailler au sein de l'université souhaitent reprendre les activités norvégiennes qui ont pour but, si vous voulez, de découvrir dans la nature des substances actives contre les bactéries. C'est assez simple, ça fait en fait appel à la communauté encore une fois. Et ça pourrait, je l'espère, mener à terme à des découvertes intéressantes. Même question, très rapidement, Thomas Landrin. Je pense qu'en effet, on a besoin de technologies, de biotechnologies qui soient plus ouvertes et surtout moins chères. Si on veut avoir un nouvel type d'impact, ces technologies sont pleines de promesses. Et pour que ces promesses se réalisent, on a besoin, encore une fois, d'imaginer de nouveaux types d'usages, ces usages dans une contrainte qui soit celle du bas coût. Et sans ça, finalement, on restera dans le high-tech et finalement dans une certaine élitisme technologique. Vous parlez d'élitisme, ça peut susciter des vocations. Quelqu'un qui a 15 ans peut venir dans vos laboratoires ou il faut avoir 18 ans, être majeur? Alors aujourd'hui, il faut être majeur pour entrer dans un laboratoire, mais en effet, pourquoi pas avoir un système d'accompagnement. Absolument. Et je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, le numérique le permet. Un gamin de 15 ans peut développer une application intéressante, peut-être la meilleure application de demain. C'est pas encore vrai pour les biotechnologies et ça devrait l'être en effet. Thomas Landrin, président de la Paillasse, merci à vous. Merci à vous également, Carmelo Bisogniano, d'avoir été avec nous en direct de Genève en Suisse. Je rappelle que vous êtes, vous, le président fondateur d'Université. Merci à tous les deux.